Pierre et le PAC pour l'invitation. Merci d'être si nombreuses et nombreux. Je suis un peu impressionnée. J'avais envie d'un peu vous sonder et voir qui était là dans la salle avant de commencer. Et donc je me demandais si vous pouvez juste répondre en levant la main si c'est affirmatif. Qui a une idée même assez vague de ce que c'est l'intelligence collective ici? Ok. Qui a une idée même assez vague de ce qu'est la sociocratie? Ok. On a des super formés. Qui a déjà vécu des dispositifs ou des outils d'intelligence collective? Okay. On va rien devoir vous expliquer du tout. En fait. Pour voir un peu qui est là en termes de travailleurs, du coup, qui vient du monde associatif, ouais. Qui vient du monde de l'entreprise. Okay. N'hésitez pas à faire parler vos voix aussi. Voilà, ça marche mieux. Et sinon, ça c'est plutôt pour moi. Qui a déjà entendu parler de Rencontre des continents? Ouais, trop cool. Ah ben voilà, Rencontre des continents. C'est une association, un collectif qui travaille, qui a des missions d'éducation permanente et qui donc organise différents types d'actions pour aider, pour accompagner les citoyens, pour se réapproprier leur pouvoir d'agir sur le monde, en gros. Donc on organise des formations pour les citoyens, pour les professionnels. On organise pas mal d'espaces de sensibilisation. Donc on intervient dans des festivals, des colloques, des conférences. On est un acteur de la mise en réseau du monde associatif bruxellois et des citoyens bruxellois. Et notre porte d'entrée pour décoder le monde et aller l'appréhender avec les personnes qui viennent un peu travailler avec nous, c'est l'alimentation durable. Donc on a choisi de prendre cette porte d'entrée-là parce que d'abord tout le monde doit manger ou faire manger ses enfants. C'est quelque chose qui nous parle toutes et tous. Et c'est une métaphore, une image qui est assez représentative du système et qui permet vraiment de prendre conscience de manière globale, systémique, complexe du système qui nous entoure. Et du coup, une fois qu'on a pris conscience de tout ce qui se joue au niveau de notre assiette, on se rend aussi compte de notre pouvoir d'agir pour changer le système à notre petite échelle. Et puis voilà. Donc ça, c'est pour Rencontre des continents. On peut en parler après, si vous voulez. Ce n'est pas l'objet de la journée. Donc on est là pour parler d'intelligence collective. Moi, j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous voyez tester, ce dessin de Yakana. Alors, il n'y a pas une définition de l'intelligence collective. Il y en a autant que de personnes qui réfléchissent à l'intelligence collective. Il y en a quand même une que moi j'aime bien et qui peut peut-être nous donner un petit cadre. C'est une définition de Jean Nouvel qui dit que l'intelligence collective, c'est la capacité d'un groupe de personnes à collaborer pour formuler son propre avenir et y parvenir dans un contexte complexe. Notre contexte à toutes et à tous. Et que du coup, elle vise à vraiment maximiser le potentiel d'action et la liberté des collectifs humains. Donc de toutes ces sommes de personnes qui sont mises ensemble pour créer quelque chose dans notre contexte actuel. Chez Rencontre des continents, quand on parle d'intelligence collective, on aime bien utiliser la formule mathématique pour que ce soit assez visuel et parlant. Quand on travaille en intelligence collective, 1 plus 1 est plus égal à 2, mais 1 plus 1 est égal à 3. Parce qu'on n'est plus juste toi plus moi ensemble pour faire quelque chose, mais la somme de ce qu'on y apporte crée un tout commun qui nous dépasse. Voilà. Alors, et qui nous permet d'aller ensemble plus loin. Pour vous parler peut-être en 2 mots de ce qu'est la sociocratie et de comment ça fonctionne. Donc la sociocratie, c'est l'union de 2 mots, un mot d'origine latine et un mot d'origine grecque. Donc il y a socius en latin, qui veut dire compagnon, associé, partenaire, et du mot grec kratos, qui veut dire force, pouvoir. On peut, pas toujours, mais on peut mettre ce mot en relation avec démocratie, le pouvoir du peuple. On peut y chercher dans notre imaginaire comment les relier. Voilà. Alors dans la sociocratie, il y a peut-être 3 principes clés qui sont à retenir. Le premier qui vise la prise de décision en groupe,
c'est la notion de consentement. Donc quand on travaille ensemble grâce à des processus sociocratiques, l'idée n'est pas d'arriver au consensus, mais l'idée est d'arriver au consentement. Donc le consensus, en fait, c'est un processus dans lequel l'objectif est que tout le monde dise oui, alors que le consentement, l'idée c'est plutôt le contraire, c'est que personne ne dise non. Et donc on n'a pas un accord par oui du coup, mais on a un accord par absence d'objections raisonnables et argumentées. Donc il y a une place pour ces objections, elles sont construites avec le groupe, elles sont partagées, et on va affiner ensemble, sur un long processus que je ne vais pas vous détailler maintenant, pour arriver à une décision qui sera une décision qui n'aura plus aucun non. Voilà, ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'on fonctionne en cercle. En cercle de taille assez réduite. Dans les principes de base, c'est 15 personnes maximum, mais après on peut être flexible avec ça aussi. Et puis, quand les cercles sont organisés, on a des liens, des doubles liens, qui vont venir... donc il y aura les différents cercles, j'essaie de ne pas trop me perdre, et un cercle, donc ce sera un peu hiérarchisé, un cercle central, au sein duquel les décisions principales vont être prises. Et donc on aura un représentant ou une représentante de chaque cercle qui va représenter son cercle au cercle central, et la même chose, un représentant du cercle central qui va représenter le cercle central au sein de son cercle. Voilà. Que vous dire d'autre là-dessus? Que la base des dispositifs sociocratiques repose sur la bienveillance, l'écoute, le respect de chacune et de chacun au sein de ces cercles. Et quand les pratiquants, on remarque que tant on gagne en bien-être qu'en efficacité et en participation plus équitable des différentes parties prenantes. Voilà, ça permet vraiment de redécouvrir la force du pouvoir du collectif, en tout cas chez nous, c'est ce que ça nous permet. Et je vais venir sur les inconvénients tout de suite en parlant de notre modèle, peut-être plus tôt. Voilà. Alors, notre cheminement chez Rencontre des continents, il faut savoir que Rencontre des continents existe depuis très longtemps sous d'autres appellations, que c'est une association qui est née en 1978, qui à la base voyait avec Continent Insolite, et puis qui a donné naissance à Quinoa, enfin voilà, tout un cheminement, qui était d'abord une association de coopération internationale. Puis l'association a fort évolué, je ne vous explique pas trop ça maintenant, ça ne vous intéresse pas. Et en 2005 est née Rencontre des continents, donc sous son appellation actuelle. Et à partir de ce moment, un chemin a été fait pour se reterritorialiser, se réancrer dans le paysage vraiment belge et surtout bruxellois, dans le tissu associatif bruxellois, très fort, auprès des acteurs qui portent l'alimentation durable aussi, et les enjeux plus environnementaux, agroécologiques, en région bruxelloise. Et petit à petit, on a laissé tomber ce volet sud. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce cheminement en termes identitaires s'est fait aussi en même temps qu'un cheminement en termes de questionnement sur mais comment est-ce qu'on fonctionne chez nous. Et donc, on arrive à un moment un peu charnière, je pense, en 2012, où on a une petite équipe de 3 permanents, un CA de 5 personnes, et de plus en plus de volontaires actifs dans notre terreau associatif bruxellois, et vraiment 3 organes complètement en rupture de lien quasi, les uns des autres, une équipe de permanents surchargée, des volontaires qui sont là mais qui ne savent peut-être pas forcément qu'est-ce qui porte finalement, quelle est notre mission, notre imaginaire à Rencontre des continents. Et donc collectivement, en unissant toutes les parties prenantes, on décide de se mettre en crise, c'est vraiment le mot qui a été utilisé, et de se mettre en crise pour pouvoir faire émerger, du coup, sortir de l'idée du danger, de la mise en crise, mais vraiment faire émerger des opportunités pour notre fonctionnement. Et du coup, on se réunit, on bénéficie de formations, entre autres avec l'Université du Nou. On est accompagné par un facilitateur en intelligence collective qui s'appelle Jean-Philippe Dor, qui aurait pu être là aujourd'hui, mais qui n'a pas, enfin, qui aurait peut-être dû être là aujourd'hui, mais qui n'a pas pu. Voilà. Et donc, on se met ensemble pour repenser vraiment notre lien les uns aux autres, le lien à notre raison d'être surtout, et comment faire groupe et agir ensemble. Et rendre une place vraiment à chacun, tant aux permanents qu'aux volontaires, qu'aux membres du CA, et recréer ce lien. Du coup, de ce processus naissent 9 cercles, donc naissent un fonctionnement plus ou moins sociocratique. Peut-être juste une petite parenthèse là-dessus.
On s'est inspiré et on a reçu des témoignages, des apprentissages de différents modes de fonctionnement, de modes de gouvernance horizontaux. Et on n'a pas décidé d'en choisir un. On a décidé de s'inspirer et de moduler un peu toutes ces idées, tous ces apprentissages en un modèle qui nous correspond à nous. Donc vraiment un refus on sort d'un modèle plus classique, plus classique d'organisation, et on n'a plus envie de s'enfermer dans ces cases-là qui ont vraiment amené une rupture de lien et de sens à certains moments. Et du coup, on décide de prendre un peu partout. C'est pour ça que dans notre modèle, vous ne reconnaîtrez peut-être pas tels quels les modèles que vous connaissez. Et donc, on décide de fonctionner en cercle pour que chaque partie prenante de la vie de notre collectif puisse être représentée. Et donc, vous voyez peut-être pas tout, mais donc voilà, on a le cercle de l'équipe de permanent, le cercle des volontaires, un cercle qui s'occupe plus des espaces de sensibilisation. Voilà, aussi, pas tous les textes, vous les voyez, tous les cercles, vous les voyez ici. Et puis l'idée, dans un premier temps, c'était que chaque cercle puisse être représenté par un premier lien, donc par une personne choisie par le cercle, au sein d'un cercle cœur, qui représente pour nous un CA élargi. On a veillé évidemment pendant tout ce processus, on était accompagné d'une juriste, à coller en même temps aux prescrits légaux, parce qu'on reste une ASBL, même si on a un grand collectif qui n'est pas que des membres d'une ASBL, à coller aux prescrits légaux. Et du coup, évidemment, on est tenu d'avoir un CA. Donc, dans notre idéal de notre mode de fonctionnement, on a décidé que le CA serait une émanation de notre cercle cœur, pour qu'il puisse être vraiment aussi représentatif de l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Et donc, on a évolué pendant tout un temps avec ce modèle-là, qui a bien fonctionné pour certains aspects, qui a moins bien fonctionné pour d'autres. On s'est rendu compte que tous les cercles ne vivaient pas de la même manière, que c'est difficile quand on a des cercles portés par beaucoup de volontaires, de les faire vivre au même rythme que des cercles dans lesquels il y a plusieurs membres permanents, donc qui sont payés, qui travaillent au quotidien pour et dans l'association. Et donc on a décidé d'aller encore un peu plus loin dans cette réflexion on a un modèle, mais un modèle qui doit être organique et qui doit nous permettre d'aller vers là où on a envie d'aller, doit nous permettre d'accomplir notre raison d'être. Et donc, on ne voulait pas rester figé dans ce modèle. Et étant donné qu'il était organique, on a décidé de le faire évoluer. Ça se complexifie un peu, du coup. Voilà. Donc ça, c'est l'image au tenté où je vous parle de notre fonctionnement. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout saisir et de tout comprendre, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir vous montrer que de notre volonté de rendre le modèle le plus représentatif de ce qui est aujourd'hui et pas de ce qui devrait être, dans cette envie de donner une place à chacun et de vraiment, je pense que, et ça rejoint nos missions d'éducation permanente, de constituer une communauté apprenante où à chaque niveau, on peut s'enrichir les uns des autres et aussi de rester cohérent avec notre vision du monde et ce qu'on porte vers l'extérieur dans nos formations auprès de notre public, que ce soit la même chose qui se passe en interne. Voilà, soit le changement que tu veux voir dans le monde, soit le RDC que tu veux porter au monde aussi. Voilà, merci. Et donc, on évolue comme ça. Peut-être faire un petit point, du coup, avec vous sur ce qui a été peut-être plus source de tension, de friction dans ce modèle, parce qu'il n'y a rien à faire. Un modèle qui fonctionne sur des principes pareils et donc sur l'énergie de toutes les parties prenantes, c'est un modèle qui prend beaucoup de temps. Et donc, ça a été parfois, il faut le dire, je pense en toute honnêteté, source de surcharge de travail, surtout pour l'équipe de permanents et pour certains volontaires qui sont peut-être usés à porter ce modèle-là avec nous, parce que ça nécessite beaucoup d'énergie. Et voilà, c'est un modèle dans lequel on s'engage. On a envie aussi de porter cette idée que quand on est engagé et qu'on porte une certaine responsabilité aussi sur le modèle dans lequel on s'engage, tant en termes de petits modèles rencontre des continents que de grands modèles du monde dans lequel on vit. Et du coup, voilà, on insiste aussi sur le fait que quand on s'engage en tant que volontaire, on vienne avec un engagement qui soit plutôt un timbre qu'un post-it, parce qu'on a fort tendance à être beaucoup sollicité de part et d'autre quand on est volontaire, et donc à faire je mets mon post-it, et puis je vais ailleurs, et puis je vais ailleurs. Et non, dans des contextes pareils, on a besoin que les gens s'engagent de manière réfléchie et pérenne. Voilà. Je pense que les dangers de ce genre de modèle aussi,
et que jusqu'à présent, on a réussi à éviter, c'est le danger du dogmatisme et de l'application coûte que coûte d'un modèle. Donc c'est pour ça que je l'ai répété à plusieurs reprises et qu'on se le répète en interne aussi. C'est pas Rencontre des continents qui vient se mettre au service d'un modèle de fonctionnement, parce que c'est super de fonctionner en intelligence collective. C'est plutôt Rencontre des continents qui vient puiser dans l'intelligence collective, dans la sociocratie, dans d'autres modes de fonctionnement, des manières de fonctionner au service de notre projet, au service de notre raison d'être et au service de notre mission. Voilà, je pense qu'on pourra revenir là-dessus, parce que je pense que c'est un gros point de tension quand on mobilise des outils d'intelligence collective particulièrement. Et puis, quels sont, pour terminer, les points positifs et très porteurs? Ça permet, comme je l'ai déjà dit, une adéquation entre notre vision du monde et ce qu'on porte et ce qu'on défend en termes de valeurs et ce qu'on véhicule à l'intérieur en termes de pratique. Voilà. Et ça permet, en tout cas chez nous, en interne, une réelle participation de tous et de toutes dans l'écoute et dans la bienveillance et dans la joie et la convivialité. Voilà. Merci. Moi je fais partie de Collectiva, qui est une ASBL aujourd'hui, donc un collectif aussi, un collectif d'accompagnement, de soutien, de formation et de facilitation dans tout ce qui est intelligence collective, processus participatif, gouvernance partagée. Alors très concrètement, ça veut dire quoi? On est un collectif de 6 personnes et on intervient principalement dans 3 types de formules. D'une part, des formations dans des organisations qui existent déjà, organisations, collectifs, institutions, donc dans des organisations qui existent déjà et qui veulent utiliser plus d'outils d'intelligence collective, plus de processus participatifs, que ce soit en interne ou avec leur public. Donc des formations, on leur transmet des outils, on les pratique ensemble et puis voilà. Deuxièmement, on accompagne à nouveau des organisations, etc., qui veulent changer leur manière de fonctionner, changer leur gouvernance. Et donc, on travaille avec elles sur les différents éléments pour voir la gouvernance qui leur convient, la manière de fonctionner qui leur convient. Et enfin, on aide aussi à imaginer des gros dispositifs participatifs et on les facilite si besoin. Donc ça, c'est les 3 types de choses sur lesquelles on intervient. Alors, on existe depuis 4 ans. À la base, on était clairement un petit collectif qui faisait plutôt ça pour le propre collectif où on était impliqué, en l'occurrence le réseau ADES. Donc c'est plutôt, donc le réseau ADES, c'est un réseau de jeunes engagés sur différents aspects pour changer les choses, pour le dire très vite, et qui est un réseau autogéré. Et donc en étant au sein de ce réseau autogéré et en cherchant 2 manières de fonctionner ensemble les plus fluides, les plus pertinentes possibles, on a eu envie de se renseigner sur des choses qui existaient déjà. Et peu à peu, en fait, on a eu dans notre besace de plus en plus d'outils, de plus en plus de méthodes, de plus en plus de réflexions qu'on a commencé à mettre au service d'autres collectifs, jusqu'à petit à petit, depuis environ 2 ans, 1 an, se professionnaliser. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on est une ASBL qui aimerait à terme devenir une coopérative, mais ça, ce sera le prochain chapitre. Comment on fonctionne? On fonctionne donc à 6, en autogestion, avec un patchwork de différentes méthodes. Donc on utilise des choses de la sociocratie, on utilise des choses de l'holacratie, on utilise des choses d'un peu partout, mais qui n'ont pas de nom de jolis modèles pour les mettre dans un tiroir. Donc on fonctionne en patchwork et on essaye de fonctionner comme un laboratoire de ce qu'on va proposer ailleurs. Donc un laboratoire évidemment sur les manières de fonctionner, qui est notre essence, mais aussi un laboratoire sur l'argent et un laboratoire sur le temps. Donc par rapport à un laboratoire sur l'argent, par exemple, on fonctionne en échange conscient. C'est-à-dire que le client décide de la rémunération qu'il nous donne. Je ne vais pas rentrer plus dans l'échange conscient, mais il y a toutes des petits trucs pour aider par rapport à ça. Alors l'intelligence collective, ce fameux mot valise qu'on utilise aussi, notre sous-titre c'est Collectiva, intelligence collective et autogestion. Alors les deux étaient vraiment importants pour nous, parce que l'intelligence collective est loin de tout dire, autogestion n'est malheureusement pas est loin d'être possible et souhaitable peut-être pour tout le monde, ça c'est un autre débat, mais donc on ne voulait pas en tout cas l'imposer, même si nous c'est quelque chose qu'on porte aussi, donc intelligence collective et autogestion. Et alors pour nous l'intelligence collective c'est quoi? C'est un ensemble d'outils, de postures, de méthodes qui permettent d'être plus intelligents ensemble, en tout cas de mieux fonctionner ensemble dans une perspective plus égalitaire, voire plus horizontale. Ça c'est la manière dont on l'a définit assez sommairement. Du coup, ce n'est pas pour nous nécessairement du management participatif,
ni ce n'est que l'holacratie ou la sociocratie. Mais tout ça est une vaste nébuleuse de choses dont effectivement c'est intéressant de faire la part des choses. Et c'est intéressant, un peu je crois dans la même idée que Rencontre des continents, de faire son propre patchwork et qu'est-ce qui est pertinent pour quelle organisation. Un côté comme ça. Et alors évidemment, par rapport à la question qui nous occupe, voir d'où les choses viennent, même si c'est pas notre obsession. Enfin, pour être honnête, on ne se prend pas énormément la tête sur ça. Mais on en est conscient et on y réfléchit. On réfléchit aussi aux limites que tout ça amène, vu que quotidiennement on l'essaye. Du coup, c'est fort à la mode pour le moment. À la mode, et peut-être pas le bon mot parce que c'est un côté très péjoratif, mais en tout cas on en parle beaucoup. Pour autant, c'est certainement pas une invention, l'intelligence collective, mais je crois qu'il y a un constat, un postulat, que peut-être, si on veut passer à la vitesse supérieure dans nos manières de nous organiser plus horizontalement, plus égalitairement, on a besoin peut-être d'un peu d'aide. Peut-être. Et en tout cas, il y a toutes ces choses qui sont intéressantes et que si on les creuse un peu plus loin, ça va potentiellement amener des choses. Donc ça, c'est le postulat que nous, on partage, enfin, en lequel on croit. Du coup, d'où je parle? De ce postulat-là, que pour nous, l'intelligence collective et tout ce qu'il y a derrière, avec la part des choses, ça peut contribuer à une transformation sociétale, à une émancipation individuelle et collective. Ça peut, voire ça doit, non, pas ça doit, mais cette transformation sociétale doit sans doute aussi passer par là, et dans le là, j'entends en fait s'interroger sur les manières de décider et la manière de répartir le pouvoir. Du coup, en quoi ça y contribue tout ça? Mais ça y contribue déjà pas à deux niveaux, mais pour clarifier, nous on intervient, j'ai pas dit avec qui on intervenait comme type de structure, on intervient avec des collectifs, avec des associations, avec des ONG, avec quelques institutions, avec des services sociaux, avec des maisons médicales, avec des petites, avec des petites coopératives en économie sociale et solidaire. Voilà. Globalement, c'est le public avec lequel on intervient, avec des écoles, depuis peu. Enfin, peu. Voilà. Du coup, il y a quand même une différence entre les deux, et c'est pour ça, on n'impose pas, enfin, loin d'imposer, on ne souhaite pas pour tout le monde l'autogestion. Mais chaque structure qu'on accompagne ou avec laquelle on intervient choisit le niveau de participation à laquelle elle est prête, qu'elle souhaite, etc. Alors, je vais reparler après de qui le choisit quand on nous fait la demande, parce que c'est pas anodin. Du coup, qu'est-ce que ça amène? Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que tu l'as déjà dit de plein de manières, mais certainement une réappropriation de sa vie, dans le sens où ça permet d'avoir prise sur certaines décisions qui concernent les personnes qui sont dans des formules plus participatives, mais aussi une potentielle réappropriation de la structure en rendant lisibles les mécanismes de répartition du pouvoir. Et éventuellement en permettant des prises prévues sur cette répartition du pouvoir, comme en sociocratie. Ça amène aussi, et ça peut, lié au thème du jour, ça peut paraître un gros mot, mais ça amène, selon nous, une nécessaire efficacité. Alors, efficacité. Potentiellement, oui, c'est un mot dont on doit se méfier, parce que ça peut aller avec d'autres choses, mais pour une transformation sociétale forte, pour un vrai changement, nous on est persuadés qu'il faut être efficace dans nos collectifs, nos organisations, etc. Être efficace au service de ce pour quoi on lutte. Donc, si j'insiste sur le « au service de », c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans, ces outils au service de quoi. Donc, face à la naïveté de se dire qu'en utilisant tout ça de manière peut-être un peu inconsidérée, on risquerait d'être contaminé malgré nous, j'opposerais la naïveté de se dire qu'on va arriver à fonctionner autrement comme ça, alors qu'on baigne dans un contexte ultra hiérarchique dans tous les niveaux, dans tous les domaines de nos vies depuis toujours. Donc, je mets en balance les deux naïvetés, dans cette idée que peut-être prendre les choses en main autrement peut nous rendre plus forts collectivement. Après, on est tout à fait, oui, on est conscient que tout ça a des limites et qu'il y a potentiellement, il n'y a pas potentiellement, il y a un background idéologique de certains outils. Alors j'insiste sur le certain, parce que pour moi, dans l'intelligence collective, il y a le cercle de chaises, qui a priori est relativement innocent selon moi, mais il y a aussi certainement la sociocratie et l'holacratie, qui de leur origine, qui viennent du monde entrepreneurial. Néanmoins, tout n'est pas acheté. D'ailleurs, nous-mêmes, on utilise quand même beaucoup de choses de la sociocratie et de l'holacratie. Pas nécessairement en système, mais en tout cas en forme qu'on réamène, en outils, en méthode.
Donc oui, d'une part, ces formes, je vais appeler formes la sociocratie et l'holacratie, parce que ce n'est pas des outils. Ces formes sont porteuses d'une part d'idéologie managériale, dans cette idée de réduire de donner plus de liberté pour arriver à plus d'efficacité, plus de liberté, un épanouissement au service de l'entreprise, tout ça. Il y a ça, mais il y a aussi, c'est aussi porteur d'une idéologie de plus d'égalité et de plus, je vais dire épanouissement / émancipation, même si ce n'est pas du tout le même mot. Mais derrière l'épanouissement, il y a potentiellement aussi l'émancipation. Et donc on croit en ce postulat que permettent les formes de la sociocratie et de l'holacratie, si elles sont au service des bonnes choses. D'autres partis pris, il y a un parti pris clairement dans la sociocratie et l'holacratie qui a de la verticalité et de l'horizontalité. Donc c'est pas une forme au service de l'autogestion, il y a les deux. Et il y a aussi le parti pris qui a une concentration de pouvoir, mais dans une volonté de clarté. C'est très clair où est le pouvoir, où est la possibilité de décider de quoi, quels sont les mécanismes qui permettent d'augmenter cette possibilité ou pas. Donc, et cette clarté, cet essai de limpidité dans quel pouvoir et quelle participation nous semble vraiment intéressant. C'est pour ça qu'on intervient parfois pour des demandes qui proposent en fait une participation relativement limitée. Mais ce qui est très important pour nous, c'est que ce niveau de participation soit très clair. Et en fait, les avis que vous allez donner ici vont servir à ça. Et ce n'est pas les avis que vous allez donner ici vont changer toute l'organisation. Enfin, voilà. En tout cas, que ce soit aligné par rapport à ça. Puis évidemment, on a nos préférences dans le plus loin on va, mais ça, c'est une autre question. Donc, pour nous, sociocratie et holacratie, on peut le voir de deux manières. Soit comme un mode de gestion efficace avec une impression de participation, soit comme un vrai chemin que décide de faire l'organisation, en lâchant prise sur certaines choses et en essayant de s'organiser autrement. Et oui, il y a des structures entrepreneuriales, des grosses entreprises qui essayent ça, potentiellement sincèrement, potentiellement pas, mais en tout cas, il y en a qui essayent. Après, ça pose plein de questions, mais c'est intéressant d'aussi reconnaître cette potentielle dimension-là. Après, nous, on ne travaille pas avec ces grosses entreprises. Donc, ce que je vous dis là, c'est vraiment depuis nous, on est notre vision sur ça. Et dans tous les cas, notre postulat, tant pour nous que pour eux, c'est que la posture et l'alignement à la raison d'être va être fondamental dans le fait que ce nouveau mode d'organisation va marcher ou pas. Dans le sens où si, en fait, tout ça n'est pas aligné au service de la raison d'être, ben, il va y avoir des couacs. Après, c'est vraiment un postulat, hein, je n'ai pas de preuves scientifiques pour ça. Mais j'ai perdu mon fil, tant pis. Ah, je ne parle pas tout à fait dans le micro, en fait. Donc, en tout cas, cette question d'une certaine sincérité au service d'eux nous semble faire partie de la méthode. Pour ceux parmi vous qui ont déjà vécu une gestion par consentement, en tout cas, c'est une méthode qui permet de poser des objections, et une objection doit être quelque chose de très précis. Si je fais le parallèle, c'est parce que dans la gestion par consentement, comporte en soi cette difficulté de tricher. Après, la gestion par consentement comporte en soi la possibilité de bloquer, et donc en fait, l'intelligence collective marche au sein d'un certain cadre de bienveillance, d'être OK, de jouer le jeu. Et au-delà de ce cadre, nous, on n'a pas de miracle non plus. Enfin, en tout cas, ce cadre, et c'est ce à quoi on essaie d'être attentif, doit être là, au moins en partie. Un mini-mot sur... c'est pas super... oui, si. Un mini-mot sur les contextes hiérarchiques. 3. Ok, bon, pas de mini-mot sur les contextes hiérarchiques. Mais c'est une grande question qu'on se pose quand on intervient au service d'un contexte hiérarchique, que eux... Enfin voilà, au service de quoi on est, et on essaye de récolter d'autres points de vue et de bien être attentif à quel est l'objectif et quel est le pouvoir au service de cet objectif. L'influence de ces outils, le capitalisme est le roi de la récupération. Donc oui, potentiellement du participative washing nous guette à tous les points de vue, comme le washing est à tous les points de vue. Voilà. Pour autant, est-ce qu'il faut abandonner le terrain? Nous, on est plutôt dans cette idée de se réapproprier ce que peut-être le capitalisme s'est déjà approprié de l'intelligence collective, de l'autogestion, de la participation, ne pas abandonner le terrain et se le réapproprier nous-mêmes. Donc y compris dans le langage. On utilise gouvernance partagée. On sait que gouvernance est un mot contesté, contestable. Peut-être que dans les années qui viennent, on aura le temps de s'y pencher, peut-être qu'on changera de mot, peut-être pas, peut-être que c'est ce mot-là avec notre sens qui va gagner. C'est une bonne question. Mais c'est un peu comme les coopératives. Il y a des coopératives qui ressemblent plus du tout à des coopératives, pour autant toutes les coopératives ne sont pas achetées, loin de là.
ça je passe, et je vais donc conclure. L'intelligence collective, c'est évidemment loin d'être une panacée, mais ça nous semble plein de potentiel et plein d'inspiration, d'autant plus que c'est en fait une myriade de choses. Donc dans cette myriade-là, il y a plein de choses à articuler pertinemment. Et peut-être dans certaines formes qu'on met au cœur de l'intelligence collective, il y a une perspective aliénante de par le contexte d'où c'est né, mais là j'ai envie de le mettre en balance avec la perspective aliénante du système classique et dominant dans lequel on est, et du salariat par exemple, qui en soi a aussi une perspective aliénante. Voilà. De quelle aliénation on veut se libérer, en faisant attention à ne pas tomber dans une autre, mais pourtant il va bien falloir s'en libérer par un côté. Donc qu'est-ce qui est le plus émancipateur? Grande question. Je reviendrai donc sur qu'est-ce qu'on fait, dans quel but, comment on les utilise, au service de quoi. Si mener des réunions efficaces, prendre des décisions fortes tous ensemble, contribuer à renverser le capitalisme, je continuerai à travailler pour Collectiva des années encore. Mais par ailleurs, parce que par ailleurs aussi, pour être assez fort, il va falloir, d'une certaine manière, qu'on ose, qu'on essaye, qu'on expérimente. Et c'est ce qu'on essaye au sein de Collectiva, avec tous les risques possibles, tous les essais-erreurs, comme le propre de l'autogestion. Ensemble, on essaye, on rate, on recommence, on adapte. Ce qui est très... Donc c'est une souplesse. Alors d'autres pourraient entendre flexibilité. C'est une bonne question. Une organicité. Chaque fois, le mot a souvent son pendant. Donc à nouveau... ça dépend. Est-ce que c'est vraiment le mot qui compte, le langage? Après, je suis persuadée que le langage est important. Ou l'agir derrière. Donc un mélange des deux, en tout cas. Et il ne faut pas laisser l'agir pour sauver le langage, mais il faut faire attention aux deux. Et enfin, une piste que je lancerai par rapport à la question, c'est si on a peur que l'intelligence collective soit le cheval de Troie au cœur de nos associations, mais ce serait peut-être intéressant de se poser la question, c'est quoi l'essence de nos organisations? En quoi on pense que c'est bien? En quoi on pense que ces outils peuvent nous renforcer, voire nous remettre en question, nous faire aller plus loin? Donc vraiment se reposer l'action de, ok, c'est quoi nos associations? Et qu'est-ce qu'on veut garder? Qu'est-ce qu'on veut changer? Et est-ce que l'intelligence collective et tout ce qu'elle implique peut nous aider là-dedans? Moi j'aimerais bien, on en reparlera dans le débat en tout cas, qu'on ne mette pas dans le même sac intelligence collective et gouvernance participative. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Les intelligences collectives, comme on l'a dit, elles peuvent être très diverses. Par exemple, elles ne sont pas nécessairement citoyennes. Ceux qui connaissent la méthodologie développée par Major Sott, en la relisant, verront que ce ne sont pas les intelligences collectives au sens où on l'entend, par exemple, dans la sociocratie. Et d'autre part, la sociocratie, c'est un mode d'exercice du pouvoir qui est au service d'un projet de société, soyons clairs. Donc voilà, il faudrait, je veux dire, les intelligences collectives, on ne peut pas parler d'intelligence collective comme on l'entend dans un cercle restreint, je veux dire aujourd'hui, ou à la mode, et la question de la gouvernance. Ce sont deux choses assez différentes. Donc je vais faire trois approches. La première, c'est Jean Blairon qui va la faire, c'est une lecture institutionnelle. Okay. Les autres aspects que moi je vais aborder après, c'est un aspect pédagogique et un aspect politique. Voilà. Donc, Jean Blairon parle. Je vous donne des extraits choisis parce que ça, c'est assez long et dont un petit tableau qui sera, mais peut-être on pourra vous le fournir après, ceux que ça intéresse. Enfin voilà. L'analyse institutionnelle se pose deux questions. De quelle société l'agent est-il l'interprète et pour quelle religion officie-t-il? Il y va fort. Nous passons dès lors du micro au macro, des pratiques aux enjeux. Nous nous demandons quelle société est en train de se produire au travers de ces pratiques. Mener une telle analyse en termes de production d'un modèle de société, ce n'est pas opérer un jugement de valeur sur les pratiques, c'est raisonner en termes d'effets possibles, pas d'intentionnalité, et je pense que Pierre l'a bien expliqué dans l'objectif de ce débat aujourd'hui. La question que je vais traiter, comment réfléchir en termes d'analyse institutionnelle sur les effets possibles de la pratique d'un agent, et plus particulièrement lorsqu'il se fait le promoteur d'une innovation. Alors les sociologues de l'innovation, je vous passe les références, nous invitent à réfléchir en termes de créatures. Dans nos sociétés dites de la connaissance, des laboratoires, elles inventent des objets techniques, par exemple le smartphone, des concepts, des théories, des outils et des agents d'insertion qui les introduisent dans notre vie quotidienne, qu'ils vont contribuer à façonner.
Ces objets techniques vivent leur vie propre, ce sont des acteurs non humains, ils modifient nos relations avec le monde et les autres, quelle que soit l'invention de leurs inventeurs et de leurs agents d'insertion, ils produisent des effets. Le terme de créature comporte une connotation à la Frankenstein, les effets débordent souvent ce qui a été imaginé au départ. Je voudrais proposer un deuxième élément, nous dit Jean Blairon, le concept de champ de Pierre Bourdieu, soit des univers spécifiques qui ont leurs règles propres. Comprendre les enjeux d'un champ, c'est faire l'histoire des conflits qui le traversent et au travers desquels il se constitue, au travers desquels se définit une légitimité dominante. La question est de savoir si la logique associative constitue un mode de production économique spécifique. À cette question, le néolibéralisme répond non. Plusieurs évolutions entrent en jeu. Faire rentrer dans la production capitaliste des objets et des territoires qui y échappent. Assimiler tous les modes de production aux modes de production capitalistes. Réorienter les investissements de l'État au profit des entreprises capitalistes et faire sortir les associations du travail de production. Il y a bien sûr des créateurs qui peuvent y aider, le management participatif en est une. Après les événements culturels des années 60, mai 68 pour nous, qui avaient une forte composante sociale, ne l'oublions pas, grève générale anticapitaliste en France, les sociologues du travail observent un redéploiement de l'exercice du pouvoir dans les entreprises. Les patrons ne veulent plus jamais ça. Ils veulent individualiser, faire bouger tout le monde et tout le temps pour détruire leurs pairs, externaliser la relation de pouvoir, il n'y a plus de chef qui exerce la contrainte, on est tous dans le même bateau, retourner la demande de liberté et d'authenticité au profit du système qu'elle critique et mobiliser totalement toutes les dimensions de l'individu, sa croyance, son engagement, ses affects et exige un optimum productif. Donc voilà, ça c'est le néocapitalisme traduit en termes de management. Je me permets de lire un petit extrait qui illustre ça, je trouve que les termes sont intéressants. En 71, le CNPF, donc le patronat français, dit ceci: il faut créer une situation dans laquelle le travailleur est intrinsèquement motivé par le travail qu'il accomplit. Les cadres pourront poser un problème, je trouve que c'est intéressant en ramenant la sociocratie, pourront poser un problème et demander au personnel des solutions. L'évolution des méthodes de commandement est une condition indispensable pour modifier l'image de l'industrie. Donc voilà, ça c'est en 71, on ne parlait pas de sociocratie. Pas encore tout à fait d'entreprise libérée, mais de démocratie au travail. Et c'est le langage du patronat français. Comme quoi les mots peuvent passer non seulement d'un champ à un autre, mais aussi d'un système de valeurs à un autre. Suivent donc par rapport à ça une série d'expériences structurées. Certains s'en dira quelque chose, notamment dans le monde du travail. Des groupes semi-autonomes chez Volvo. Les cercles de qualité, tiens, les cercles. Très à la mode dans les entreprises pendant un moment, des réunions dites de coopétition, combinaison de la coopération et de la compétition, bref, tout ça autour d'un certain nombre d'exigences, efficacité, des équipes plus investies, plus compétentes et plus flexibles. Voilà, ça c'est déjà le projet néocapitaliste, dirait Jean Blairon, en 71, et qui s'est mis en place progressivement. Alors, ça a un certain nombre d'avantages, effectivement. Le grand avantage, c'est qu'on remplace par ces systèmes, en fait, on récupère effectivement et on modifie l'idée d'autogestion, effectivement, qu'on traduit autrement. De Gaulle l'a traduit par participation, et notamment participation financière au bénéfice des entreprises. Et le terme de contrôle ouvrier, qui est plutôt un terme à la mouvement social belge, qui n'est pas encore de l'autogestion, mais qui est la préparation de l'autogestion, en entreprise libérée, en démocratie au travail, etc. Donc on les traduit autrement, mais surtout ça a le grand avantage de remplacer, quand on y réussit, l'engagement du personnel par la force, c'est l'ancien capitalisme, par son application librement acceptée. L'ordonne dirait servitude volontaire. Voilà, ça c'est la grande réussite du capitalisme, à la fois sur le plan idéologique, mais sur le plan social et économique, c'est cette servitude volontaire. L'absence, comme dit Boltanski, de la critique, qu'elle soit sociale ou artistique, qui commence à être évacuée. L'autre avantage, c'est de court-circuiter la paix sociale, enfin plus exactement d'assurer la paix sociale en court-circuitant les syndicats. Et ça marche, je veux dire. Les syndicats en Belgique, par exemple, quand on introduit les cercles de qualité, ne savent pas trop ce qu'il faut en faire, certains y participent, d'autres pas, etc.
On peut d'ailleurs faire le constat aujourd'hui, enfin j'ai des échos des entreprises, et pas des entreprises, des vieilles industries, aussi d'entreprises de technologie, etc., que ces pratiques sont aujourd'hui abandonnées en bonne partie par le monde patronal. Pourquoi? Parce qu'on est dans la production du just-in-time et dans la gestion par le stress. Donc on ne perd plus de temps à des cercles de qualité, etc. Une tendance dans le monde de l'entreprise. Pourquoi? Parce que le rapport de force s'est inversé pour une série de choses, notamment parce que les syndicats ont été mis de côté ou hors circuit, et donc il n'est plus nécessaire d'établir un rapport de force en biaisant par un système de participation. On peut avoir un rapport de force, une sorte de retour au paternalisme ou à l'entreprise à l'ancienne, où c'est le rapport individuel, patron et ouvrier qui se joue sans aucune forme évidemment de remise en cause du pouvoir. Si on ramène maintenant au secteur associatif, et plus particulièrement dans le secteur de l'économie sociale, du culturel, on est aussi passé à des âges nouveaux. Alors là, c'est une hypothèse que je fais. On est passé de l'âge pour reprendre l'image de Boltanski, de l'entreprise familiale, on dirait chez nous militante, hein, à un associatif qui devient professionnel. Dans l'entreprise, ce sont les cadres, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Certains, disons, avec tendance managérielle dans un certain nombre d'associations, mais qui aujourd'hui est lui-même en crise et qui enregistre un certain nombre de souffrances, de ce que Boltanski dirait de critiques artistiques par rapport au fonctionnement. On ne se sent plus bien dans l'associatif. Dans l'associatif, je veux dire, à l'ancienne, ni dans l'associatif militant, ni dans l'associatif professionnalisé. Et ça se voit par des souffrances au travail, des formes de désinvestissement, de l'absentéisme, du turnover, le burn-out, etc. Il y a d'ailleurs l'Université populaire qui est en train de mener une recherche-action sur cette question de la perte de sens du travail dans le monde associatif. Je pense que c'est une réalité. Et donc ce n'est pas étonnant qu'une nouvelle proposition d'oxygénation un peu de ce fonctionnement enthousiasme. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas avoir un regard critique dessus et de voir effectivement, comme les intervenantes l'ont dit, l'évolution et surtout au service de quoi on le met. Je reprends un peu Jean Blairon, pour ne pas non plus baquer une partie de son réflexion. Nous pouvons alors nous demander, dans chaque situation particulière, comment les outils d'intelligence collective en tant que créatures vont s'insérer dans cette transformation, au profit de quelle logique ils vont œuvrer pour leur compte. Par exemple, vont-ils renforcer le pouvoir des owners, propriétaires actionnaires, ou non? Vont-ils renforcer l'assimilation des associations au modèle capitaliste ou pas? Se démarquent-ils fondamentalement du management participatif ou pas? La question qui se pose, c'est qui prétend libérer qui? Quel sens caractérise cette libération? Quelle extériorité reste garantie? Et il termine en disant « Je crois qu'il faut, pour y arriver, quitter le raisonnement en termes d'outils et de formes d'exercice du pouvoir et raisonner en termes de fonctions. Cherche-t-on à aboutir ou à instituer une participation dépendante? Veut-on mobiliser totalement, obliger au consensus, remplacer le collectif conflictuel par le collectif consensuel ?» Voilà, ça c'est Jean Blairon. Comme il n'est pas là, vous ne pourrez pas le questionner. Donc, j'y ajoute l'aspect pédagogique et l'aspect politique, rapidement. Alors, sur l'aspect pédagogique, je vais être rapide, mais ceux qui ont une pratique de la formation savent que Lenz distingue différentes formes de modes de travail pédagogique. Il y a le transmissif, il y a l'incitatif et il y a l'appropriatif, okay, qui ont tous leur importance, mais dans une démarche d'émancipation, on ne veut pas se passer de l'appropriatif. Or, certaines formes d'intelligence collective sont essentiellement dans l'incitatif, on va dire dans les pédagogies actives. Et c'est très bien, il y a quelque chose de fort important là-dedans, qui n'est d'ailleurs pas nouveau, parce qu'on me cite comme outil d'intelligence collective des choses qui n'ont pas été inventées par la sociocratie. Je veux dire, le brainstorming, le Felix Six, le photolangage, etc. C'est des pratiques d'animation, de pédagogie active, depuis longtemps employées en pédagogie populaire, hein, en pédagogie d'éducation populaire. Et puis il y a des choses plus nouvelles, comme l'élection sans candidat, etc., dont on peut effectivement discuter. Il y a aussi, je ne m'étendrai pas longtemps là-dessus, mais de la place de l'animateur, je veux dire. Elle est différente en fonction incitative ou en fonction appropriative.
En fonction incitative, l'animateur crée les conditions en permettant l'expression des besoins et la libération des forces latentes qui fournissent motivation et énergie. C'est la motivation, quoi. C'est la pédagogie de la motivation. Dans une pédagogie plus appropriative, l'animateur, mettez le nom que vous voulez, formateur, facilitateur, peu importe, reliant avec le groupe les activités aux enjeux sociaux globaux, et ça je pense que c'est une différence fondamentale, et aidant à la production de nouvelles formes de rapports de force économiques et sociaux. Donc voilà, c'est un peu rapidement dit ce que l'EN développe. Une vieille théorie aussi sur les 3 formes de mode d'action pédagogique, mais je pense qu'ils sont intéressants pour interroger ce que sont aujourd'hui majoritairement des pratiques d'intelligence collective. D'ailleurs, en passant, moi je pense personnellement que certains outils de la sociocratie sont d'un point de vue pédagogique terriblement questionnants. D'un point de vue pédagogique, d'un point de vue politique et d'un point de vue éthique. C'est clairement la question de l'élection sans candidat. Je veux dire. Ceux qui connaissent un peu la dynamique de groupe savent les effets dévastateurs que peut avoir une pratique de mise en exercice avec publicité de la technique de Moreno des sociogrammes. Or, ça joue dans l'élection sans candidat. On choisit une personne, pas nécessairement pour ses qualités, mais aussi parce qu'on veut la valoriser, ou au contraire parce qu'on veut l'éliminer, etc. Évidemment, si on fait l'hypothèse que tout le monde est bienveillant dans un groupe, c'est autre chose. Mais je crois que la réalité, et là on ramène évidemment la notion de conflictualité, il n'y a pas de groupes qui sont totalement bienveillants. Et simplement parce qu'il y a des enjeux, il y a des intérêts, il y a des rapports de force qui jouent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler ensemble et qu'on ne puisse pas construire quelque chose ensemble, mais les nier, je veux dire, c'est faire de l'angélisme hors du propos. Et donc Major Sot, quand je vous parlais d'intelligence citoyenne, fait cette différence parce qu'elle rappelle que le conflit est au centre du régime démocratique. Et donc tout ce qui est travail par consentement, par consensus, etc., évite systématiquement le conflit. Et permet notamment de mettre de côté les organisations syndicales parce qu'il déforce la prise en compte du juste pour tous, c'est-à-dire l'extériorité dont parle Jean Blairon, et évacue le regard critique global sur la gestion. Alors, je vais finir par 3 illustrations, si vous me permettez, et une petite conclusion. Une au ministère des Finances en France. Ça ne s'appelle pas sociocratie, mais une démarche de management participatif et en place, qui n'est pas sans rappeler la sociocratie, je ne sais pas s'ils s'en inspiraient ou pas, mais enfin c'est quoi? Ils ont un projet de réorganisation des services, notamment des fusions, et de rapports différents au public qu'ils touchent. Donc, question des services publics repensés. Alors, ils ont leur projet, je veux dire, la direction a son projet. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, mon projet n'est pas achevé. Première étape, on consulte les cadres et on les met dans le coup, on les motive avec des techniques différentes où ils s'expriment. Bon, ok, puis on leur demande, quand ils sont bien motivés, de réunir les travailleurs par cercle, chacun s'exprimant sur son métier. Ok? Et donc, on travaille par consentement. Les divergences n'étant pas retenues puisqu'elles ne sont pas partagées par tous. Alors je vous donne le résultat. Les enjeux fondamentaux, c'est une étude universitaire qui le dit, comme la fusion des services ou l'avenir du service public, ne sont pas discutés dans leur complexité. Et en fait, ce qui est choisi, c'est par exemple qu'on célèbre une proposition bien concrète d'ouverture et qui sûrement est intéressante, mais qui est l'ouverture des toilettes au public, qui fait effectivement consentement. Personne ne s'y oppose. Mais est-ce qu'on a vraiment fait bouger les choses avec cette proposition ? Je vais vous donner un deuxième exemple. Dans l'enseignement, donc qui est plus proche du monde culturel, les projets d'école auxquels moi j'ai participé comme prof ont été construits de la manière suivante, par la technique dite de la convergence, qui est une forme d'intelligence collective. Chacun s'exprime dans un premier temps, individuellement, on fait des cercles et on retient la proposition qui est le plus souvent citée. Okay ? On ne retient évidemment pas les propositions qui sont conflictuelles. Résultat, on élimine quoi? Ben dans le projet d'école, la question de la ségrégation de sections techniques et professionnelles, parce qu'il n'y a pas d'unanimité là-dessus, des formes de pédagogie à mettre en œuvre, etc. Donc concrètement, ce ne sont pas des choses inventées, ce sont des choses réelles, et pas seulement dans le monde de l'entreprise. Et le pire, c'est que, à part un groupe, une minorité, mais qui n'a pas su effectivement rallier la majorité, c'est comme 12 hommes en colère, vous savez, si on leur dit, dommage, mais vous êtes minoritaire, alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc on dit, qui est-ce qui est contre
cette proposition, par exemple, ministère des Finances des toilettes? Personne, évidemment. Il y a un consentement. Mais si on avait demandé, par contre, de hiérarchiser, là commençait le débat et les conflits. Et donc, il pouvait en arriver quelque chose, une motivation, un changement. Dernier exemple, et puis je termine, c'est parce que j'ai lu le texte de Jean Blairon. ANRB, donc pour vous donner cet exemple d'une entreprise, c'est une filiale qui travaille la dimension électronique dans la construction de machines notamment, mais aussi dans le monde des employés. Eh bien là, c'est des cercles dits d'excellence opérationnelle qui ont été mis en place. Et là, on a fait des cercles, mais avec une autre logique. On a mis les délégués syndicaux dans un cercle, tous dans le même. Okay, donc voilà, vous avez compris le système. Surtout si vous savez qu'en Hollande, on ne l'a pas encore dit, les entreprises qui pratiquent la sociocratie, vous savez que la sociocratie vient de Hollande, sont dispensées d'organiser une organisation, enfin de permettre plutôt une délégation syndicale. Voilà, alors ma conclusion, dans une perspective d'émancipation, l'enjeu est bien sûr de prendre en compte les émotions. C'est sans doute quelque chose qu'on n'a pas fait suffisamment. Mais l'enjeu, c'est de quoi? C'est de les collectiviser et de les mettre en perspective dans un projet de société globale, en d'autres termes, un travail d'éducation populaire qui accompagne, évalue, prépare avec et pour le mouvement social. Le mouvement social étant au cœur et l'exemple même d'une construction et d'une expérience de démocratie réelle. Voilà. Avant de rebondir sur ce que vous m'avez remis comme proposition, comme question, oui, vous pouvez le mettre là. J'avais envie de faire un lien avec donc, la revue que vous avez trouvée sur vos chaises. Et donc c'est un article d'Olivier Starky, les mots importent. Il dit les mots emportent avec eux une vision du monde, une logique politique et des marques de démarcation. Et je voulais te relancer, Edith en particulier, par rapport à la notion, à ce mot qui est très très connoté néolibéral de gouvernance. Et donc Olivier Starky dit aussi que les mots sont performatifs. Donc les mots ne font pas que désigner, ils font faire. Ils portent en eux aussi donc, une vision du monde et qui parfois font que ce sont les mots qui sont les locuteurs et pas tellement nous-mêmes en fait. Donc voilà, je voulais juste savoir ce que tu pensais de... comment vous arrivez à maîtriser l'imaginaire et la vision du monde qui est derrière, qui est derrière ce mot gouvernance et qui est peut-être quelque part aussi ce cheval de Troie qui est désigné dans ce débat. C'est quoi ce cheval de Troie? Mais peut-être que le cheval de Troie, il est dans les mots qu'on emploie et qui nous font faire des choses parfois à l'insu de notre plein gré. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de voilà, cette proposition de discussion? Je suis content que tu me redonnes la parole sur ça, parce que j'ai trouvé que j'étais vraiment injuste envers mes racines profondes de linguiste et de romaniste. Les mots sont clairement performatifs, et je trouve qu'il y a tout un combat là, mais l'agir l'est aussi. Par rapport au mot de gouvernance, on utilise le terme de gouvernance partagée au sein de Collectiva, et je crois que là j'ai des lacunes dans peut-être tout un travail on a des lacunes dans tout un travail qu'on devrait faire pour voir si vraiment on est OK avec ce mot, parce que pour avoir déjà lu des choses, effectivement, je ne trouve pas que c'est le meilleur mot à employer. Mais dans l'immédiat, c'est vrai que c'est celui qui nous vient et je n'en ai pas encore trouvé d'autres, mais avec peu de recherche assidue, pour être honnête. Et en fait, derrière le mot gouvernance, dans la manière dont on l'emploie, nous on entend des manières de s'organiser ensemble. C'est pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois que j'ai cité le mot gouvernance, j'ai paraphrasé avec manière de s'organiser, parce que c'est de cette manière-là que je voulais le dire et que je sais qu'il peut évoquer d'autres choses. Donc la manière dont on a de contrôler notre imaginaire, c'est en fait de paraphraser et de toujours expliquer ce qu'il y a derrière les mots qu'on emploie. Après, de manière générale, c'est une bonne question par rapport à l'appel que je lançais. Comment se réapproprier ce que le capitalisme lui-même récupère? Certainement, ça va avec un travail sur les mots qu'on fait sans doute peu. Et peut-être que ça s'applique à d'autres choses de
d'autres outils de l'intelligence collective. Enfin, j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête et qui peuvent être contestables d'un côté ou de l'autre. Voilà, j'ai pas d'autre réponse si ce n'est que, en effet, un chantier sur les mots de la gouvernance serait sans doute un travail très intéressant à faire et potentiellement au croisement de plusieurs choses, comme tu les as appelés les praticiens de l'intelligence collective, mais aussi les praticiens de l'éducation populaire, de l'éducation permanente, voilà. Il y a un moment où le mot gouvernance est apparu et certains même disent ben voilà, c'est un substitut à le mot même de démocratie. C'est-à-dire que ça remplace le mot gouvernement. Est-ce que vous, quand vous utilisez la gouvernance, est-ce que tu as l'impression que vous renforcez la démocratie ou vous êtes ailleurs Qu'est-ce que ce mot vous fait faire, gouvernance? Est-ce que voilà. Alors chez nous, quand on utilise le mot gouvernance, et je rejoins assez Edith dans sa réponse, c'est vraiment quand on a commencé à réfléchir à est-ce qu'on peut fonctionner sous d'autres modes de gouvernance, c'était de se dire est-ce qu'on peut fonctionner d'une autre manière. C'est juste un mot qui est apparu et que, de nouveau, en fait, je fais un pas méta. Je pense qu'on peut mobiliser les mots et leur faire dire ce qu'on a envie de leur faire dire. Je pense qu'on peut voir et vouloir extraire l'intelligence collective ou des modes de gouvernance alternatifs, parce que c'est pas la même chose, et plus partagés, et vouloir montrer qu'ils sont des outils du grand capital et qui vont venir s'insérer dans nos associations et nous faire nous-mêmes, nous transformer en défenseurs du capitalisme et du mode de société contre lequel on se bat au quotidien. Je pense qu'on peut nous faire dire ça, mais je pense que dans la pratique, et là je parle de notre pratique à nous, de nouveau, les mots comme les modèles qu'on va mobiliser, on les utilise au service de quelque chose. On les utilise au service d'un projet auquel on croit. On les utilise au service de notre raison d'être. Et donc quand on dit qu'on va changer de mode de gouvernance ou prendre des modes de gouvernance plus participatifs, plus horizontaux, on se dit juste qu'on veut fonctionner ensemble et laisser la place à chacun. Et on ne se dit pas... je pense qu'il y a quelque chose de dangereux à mettre une étiquette tellement binaire sur les choses. Et j'ai peur, et je te le partageais, Pierre, en amont du débat. Moi, la binarisation des choses me fait toujours très peur. Et dans notre pratique, on essaye vraiment d'expliquer aux personnes qui passent par nos formations et de le vivre en interne aussi, qu'on ne changera pas le système en se battant avec les mêmes outils que ce que le système a mis en place. Et j'ai l'impression qu'en rentrant dans cette dualisation où on appartient au système capitaliste néolibéral et on est dans le camp des mauvais, clairement, où on appartient à un autre modèle de l'éduc-pop, parce qu'on est les vrais, quoi, qui portent d'autres valeurs, j'ai l'impression qu'en fait, on n'est pas au service de ce qu'on veut vraiment amener. Et donc, j'ai envie de nous inviter à sortir de ce clivage parce qu'il n'est pas assez complexe pour le monde qui nous entoure et pour les combats qu'on veut mener. Et voilà. Tu parles d'un autre clivage, tu parles de clivage gauche-droite ou c'est quoi cette autre chose? C'est un autre clivage. Moi, ce que j'ai ressenti en tout cas, et ce qui transparaissait aussi dans la thématique du jour, c'est il y a nos associations qui, a priori, sont porteuses de changements, de renversement potentiel d'un système néolibéral capitaliste, okay, qui ont peut-être ce pouvoir d'agir sur le monde. C'est une question. Mais attention, parce que le modèle capitaliste néolibéral est insidieux et a trouvé le moyen de rentrer dans nos associations pour nous faire ce qu'il voulait faire de nous et pour nous empêcher, nous, d'agir comme nous on a envie d'agir. Et donc, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, et là où je rejoins assez Edith, c'est que, au contraire,
à nous de peut-être nous réapproprier des choses que même ce système-là a mis en place, parce qu'on est quand même dans ce système. On ne vit pas complètement en autarcie sur une petite planète de bisounours qui vivent tous autrement et qui n'ont pas de téléphone et pas d'ordinateur et qui prennent jamais de voiture et qui... utilisons-les, mais pour servir ce que nous on veut, l'idéal de société que nous on a envie de défendre. Et donc, j'ai pas envie d'être dans une opposition aussi frontale et j'ai envie de laisser une certaine porosité et surtout amener une réflexion de c'est pas tout blanc ou c'est pas tout noir. Voilà, et c'est pas la gauche et la droite du tout. C'est pas la question gauche-droite binaire, mais est-on au moins d'accord sur faire une démocratie qui soit plus directe, où chacun puisse s'exprimer et où les décisions sont prises en commun réellement. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que, j'exagère peut-être un peu, mais en sociocratie, en tout cas tel que l'emploient les pères de la démocratie, notamment Guy Veny, le débat contradictoire est pratiquement exclu. Il dit ceci dans un texte, le débat contradictoire n'est jamais interdit si tous sont d'accord de le faire. Et donc c'est la question des minorités agissantes, comme on dit en dynamique de groupe. Si vous niez ça, et si vous niez l'intérêt du débat contradictoire, qu'à la limite on concède, je crois qu'il n'y a plus de débat démocratique possible, tout simplement. Donc c'est pas une question gauche-droite, ça. Olivia, c'était est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'explication, et si Edith tu veux aussi continuer, qu'est-ce que ça signifie ce consentement et la recherche du consentement, et pourquoi la recherche du consentement plutôt que le consensus? Voilà. Merci. Je pense que c'est super pertinent comme question et très très important à se poser. Edith, n'hésite pas à me compléter, à me faire signe si jamais. Du coup, dans la sociocratie, parce que c'est de ça qu'on parlait, l'idée est de rechercher le consentement du groupe et pas le consensus. Donc c'est ce que j'expliquais au départ. Donc le consensus, c'est vraiment important de garder ça en tête. C'est l'idée que tout le monde dit oui. Il y a vraiment pour moi derrière cette idée sacrificielle. On dit oui et on se sacrifie au groupe. Alors que dans le consentement, et ayant vécu beaucoup de prises de décision par consentement, vraiment, tant qu'il y a une personne qui a une objection, je cherche le mot, argumentée, merci, une objection argumentée, la décision n'est pas prise. Peut-être que je vous redonne les différentes étapes de la prise de décision. Je ne sais pas si c'est nécessaire de la prise de décision par consentement pour que ce soit clair ou non. Oui, non. Je veux bien des mains si c'est nécessaire. C'est pas nécessaire. Merci. Donc, de nouveau, c'est que mon vécu et j'ai peut-être une vision tout à fait angélique de ce que sont ce genre de prise de décision. Mais de mon vécu et dans notre association et dans différents collectifs ou groupes qu'on a accompagnés ou avec lesquels j'ai pu travailler, j'ai l'impression que c'était la formule qui a toujours permis justement l'expression de l'avis contradictoire, même s'il n'y en avait qu'un seul. Et que tout un groupe peut dire oui, et puis on fonctionne en cercle, donc la parole est donnée aux personnes les uns après les autres. Et on arrive chez Pierre et il dit non, moi je ne peux pas vivre avec ça parce que ça. Et donc la personne qui a amené la proposition peut amender sa proposition et dire voilà, moi je propose, j'ai entendu ton objection, elle était argumentée, je comprends ce que tu as dit. Et du coup, j'amende ma proposition. Et un tour de parole est réouvert et jusqu'à ce qu'on arrive à une proposition qui est acceptable pour tous, qui n'est pas impossible à vivre pour tous. Important, la gestion par consentement. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Rencontre des continents, mais c'est pas parce qu'un groupe l'utilise qu'il doit l'utiliser tout le temps. Et il y a des moments où c'est pas une gestion par consentement qui est la manière de décider pertinente, parce que par exemple il y a un conflit et qu'effectivement il faut laisser plus de place au conflit d'une manière différente. Donc à nouveau, je reviens sur le côté patchwork et le fait qu'on ne l'applique pas en modèle. La gestion par consentement n'est pas la panacée à tout, loin de là. Et par rapport aux exemples que tu as cités, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais la question que je me suis dit, mais quel était le cadre qui facilitait cette gestion par consentement? Parce que personnellement, en effet, vu ce que tu dis, bah oui, non, je ne cautionne pas ça, et je n'aurais pas dit oui à cette commande-là. Donc à nouveau, c'est ça qui est particulier. En fait, on défend quelque chose qu'on ne défend pas, parce que nous ne sommes pas dans... Collectiva n'est pas au service de ces exemples-là, et si on l'était, par exemple, le projet d'école, ça c'est quelque chose qui pourrait se produire peut-être, je n'ai pas tous les détails. Ben, en tout cas, on chercherait à y mettre des balises qui nous garantissent une certaine
sincérité, mais c'est pas les intentions qui comptent, c'est les effets. Mais en effet, c'est ça le danger et auquel on essaye d'être attentif, mais à nouveau, essai-erreur. Jean-Luc, tu parlais de Guy Veny, et donc j'avais invité Guy Veny de l'Université du Nou à venir débattre, et donc il n'a pas pu venir, mais il dit à un moment que le débat, dans une note sur la sociocratie, il dit à un moment que le débat contradictoire en collectif est un non-sens total, une perte de temps, le débat tabac. Alors je ne sais pas si ça a à voir avec la gestion par le consentement, mais je voulais vous inviter à réagir à ça. Est-ce que en processus sociocratique, on fait l'économie du débat parce que le débat tabac? Je dirais que dans certains cas, oui, l'intérêt de la gestion par consentement, quand c'est ça l'objectif de ce qu'on est en train de décider, c'est pratique pour ne pas rentrer dans tous les détours que peut prendre un groupe qui discute. Donc ça a un côté, c'est ça dont on parle, et c'est de ça dont on va parler, et c'est sur ça qu'on objecte. Donc pas des débats sur tout ce dont on pourrait débattre dans notre groupe. Parce que sérieux, on pourrait passer des jours et des jours, et parfois c'est super. Donc à nouveau, ça dépend quand. Parfois, oui, le débat est du brouhaha qui nous éloigne de là où on veut aller, et parfois pas. Juste la question, c'est qui décide des thèmes de débat. Je veux dire, dans le monde de l'entreprise, c'est très clair, c'est top-down, hein, ça c'est très clair. Est-ce que nous n'y participons pas aussi dans ces liens entre cercles, etc. Est-ce que quelque part, l'initiative du sujet discuté ne vient pas du top-down, enfin top-down dans l'associatif, ça peut être du pouvoir organisateur, hein, traduit à travers les cercles, les liens, etc., autrement, et que pour finir, on discute d'une petite partie en ne reglobalisant pas l'ensemble. Et donc ça, c'est ce qu'explique Jean Blairon, je pense, c'est ce regard extérieur nécessaire. Je veux dire, tout problème, même local, même particulier, doit être complexifié. Et ça, je ne sens pas dans les pratiques, en tout cas annoncées par Guy Veny, et à une pratique de sociocratie que moi j'ai vécue, de mise en place. Je n'ai pas senti ce souci de la complexification des choses. Alors on peut dire effectivement c'est perte de temps, efficacité, on va vite. J'ai senti un presse vers la décision. Alors avec le consentement sans doute, mais un presse. Et puis après c'est trop tard. Je veux dire non, on peut toujours revenir, il y a sans doute des liens qui peuvent faire le feedback, mais enfin bon, allez, ne rions pas quand la décision est prise. J'ai toute une série encore de questions qui sont là. Mais je pense qu'elles peuvent être encore utilisées au moment qui va suivre. Et j'aimerais vous inviter maintenant, en fait, si vous êtes OK, à vous partager le micro. Je pense que c'est bien qu'on ouvre et qu'on passe à cette étape-là. Je vois qu'il y en a qui trépignent un peu, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 3 premières réactions et voilà, essayer d'être quand même synthétique. Et puis on continue le débat dans cette perspective-là. Et puis moi j'essaierai d'y insérer, parce que c'est un exercice assez compliqué, je suis désolé, j'arrive pas complètement à la fois écouter et relire tout ça. Et je vais essayer de le faire, mais voilà, dans les limites. Et donc voilà, on prend 3, si vous voulez bien, 3 questions, 3 réactions. Ok ? Jean-Pierre Wauters, bon, j'ai été militant à Woluwe-Saint-Pierre du parti socialiste. Bon, le dilemme gouvernement-gouvernance. Je me suis posé la même question. Je suis en train d'acheter un bouquin sur la démocratie et j'avais commencé à écrire gouvernance. Et puis je me suis dit, mais enfin, pourquoi ? C'est un mot tout nouveau qui a été pondu au niveau de la Banque mondiale, je crois, si je suis bien informé. Pourquoi on n'a pas utilisé le mot français qui a été utilisé pour cette notion de façon générale ? Et j'ai tout remplacé par gouvernement. Oui, donc moi c'est Paola Hidalgo, je travaille à Bruxelles Laïque et mon métier c'est organiser des débats. Et j'ai eu l'occasion d'inviter Jean Blairon sur un débat autour des conditions du débat démocratique il y a quelques années. Et en fait, par rapport à la dernière réaction de monsieur... excusez-moi, j'ai déjà oublié votre prénom. Donc, vous dites que l'extériorité est nécessaire, en reprenant peut-être les termes de Jean Blairon, pour complexifier. Effectivement, c'est une des manières de complexifier. Mais d'avoir expérimenté parfois, entre autres, la gestion de consentement, je me dis qu'il y a d'autres paramètres dans la complexification qui ne viennent pas nécessairement de l'extérieur, mais qui permettent d'ancrer les enjeux extérieurs dans nos relations interpersonnelles, qui sont traversées des rapports de force, qui sont traversées des
répartition inégale du pouvoir, certes. Je pense qu'effectivement, on peut se duper et on peut passer à côté de cela, mais dès ma très petite pratique de ce type d'outils, je me dis que cela permet justement de les voir, de les toucher, de les sentir, de les nommer. Et ça, ma foi, c'est quand même important, quoi. Voilà. Oui, bonjour, je m'appelle Mathieu Vanille. Et par rapport à ce que j'entends, j'ai l'impression qu'on va pas assez dans la profondeur, parce que là, on est en train de se battre sur un outil particulier qui est la gestion par consentement et sur le mot gouvernance. Mais pour moi, c'est pas là le cœur du débat. C'est plus aller dans la profondeur, donc c'est vraiment changer ces imaginaires collectifs, ces mythes fondateurs, et en niant pas le conflit, parce que en fait, moi, j'ai une organisation où du conflit il y en a et on les gère, et qu'il y a des espaces de parole qui sont dédiés à différentes choses. Mais j'ai l'impression, voilà, moi j'aimerais qu'on aille plus profond. Mais j'ai l'impression en tout cas que ma question est, faut-il pas changer les mythes fondateurs pour vivre une bonne intelligence collective? Je pense que le mouvement social est le lieu où se construit la réflexion collective. Okay, les autres, ce sont des exercices, je veux dire, mais c'est en situation réelle. Alors, si je compare des expériences de pratiques sociocratiques dans des groupes restreints, même avec la bienveillance, et que je compare à ce qu'ont fait les indignés en Espagne ou à Nuit debout, ça me semble assez différent. Là, le conflit est bien au centre des choses. Ce n'est pas nécessairement le conflit entre les personnes, encore qu'il y a des stratégies différentes, mais il y a bien un conflit qui est identifié, et c'est à celui-là qu'on a intérêt à trouver une réponse commune. Et le rôle des émotions, pour ne pas que ça devienne une démocratie, comme on dit, plutôt qu'une démocratie, c'est mettre ces émotions, cet adjuvant, effectivement, de la part psychologique, de la frustration, du mécontentement, du sentiment d'injustice, au service d'un changement. Mais pas un simple échange. Je ne dis pas que vous faites ça, hein, mais je veux dire... Donc, à mon avis, vraiment, c'est le postulat de l'éducation populaire, c'est d'être la dimension culturelle d'un mouvement social. Or, aujourd'hui, les mouvements sociaux, ils sont où? Je veux dire. Alors, on peut se dire c'est fini, il faut inventer autre chose, etc. Ou on peut se dire ils vont se reconstruire d'une autre manière. Et est-ce que ces pratiques peuvent nous aider? Qu'est-ce qui peut nous aider dans ces pratiques? Qu'est-ce qui peut desservir, par contre, dans la construction d'un mouvement social? Ben, je suis tout à fait d'accord. Les indignés, enfin, personnellement, j'ai eu la chance d'être à Madrid au moment où ça s'est produit, et c'est ça qui m'a amené vers là où je suis aujourd'hui. Donc c'est exactement ça, et fluidifier ce genre de moments, les faciliter. Voilà, comment rendre ces moments-là plus puissants dans leur objectif premier. Je trouve que c'est exactement vers tout ça qu'on peut converger. Et alors, la seule manière dont je répondrais sur ce que tu dis, Mathieu, c'est que justement, pour ceux qui ont eu la chance de voir ces assemblées de milliers de personnes sur des places, blablabla, avec beaucoup de respect, le blablabla, peut-être là, il y a quelque chose d'un mythe fondateur à creuser. Je lâche vraiment ça comme ça. Je n'ai pas d'autre inspiration sur ça pour le moment. Voilà. Et juste entre gouvernance et gouvernement, dans ma tête en tout cas, gouvernance j'entends, mais du coup je triche avec le mot d'où il vient, à un niveau moins c'est ça, institutionnel ou organisationnel. Je trouve que c'est ça l'intérêt du double mot. Mais sur peut-être, si j'ai bien compris, le comment rendre visibles les relations de gestion de pouvoir au sein des organisations. De nouveau, je repars de ma petite expérience qui vaut ce qu'elle vaut. Chez nous, il y avait un vrai problème dans la gestion du pouvoir, dans le fait qu'il y ait un CA qui prenne les décisions, qui était complètement en rupture de lien, tant des permanents qui portaient les missions de la SBL que des volontaires qui venaient de plus en plus nombreux faire vivre le projet finalement. Et donc l'idée première dans notre mise en crise, c'était de redistribuer le pouvoir et de le rendre aux personnes qui agissent. Ça porte bonheur. Qui agissent pour et par le collectif. Et du coup, même si les schémas que vous avez vus ont l'air un peu embrouillés, les relations de pouvoir sont données chaque fois par le groupe et sont écrites, sont affichées, sont clarifiées. Enfin, je pense que ça ne peut pas être plus clair, quoi. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de... C'est transparent et c'est vraiment
de nouveau chez nous, ce genre de processus qui permet de rendre ça visible, palpable, et qui permet à chacun qui a envie de s'engager, de se présenter au groupe et de pouvoir prendre une place dans ce pouvoir aussi. Voilà. Pour ce qui est des mythes fondateurs, je ne sais pas si c'est vraiment le lieu, en fait, je réfléchis, Mathieu. J'ai l'impression que effectivement, on est à un moment un peu charnière dans l'imaginaire collectif et parce que je ne sais plus vraiment ce que ça veut dire, moi, le mouvement social. Je ne sais pas qui s'identifie quand on dit le mouvement social. Et donc, j'ai l'impression que c'est de manière globale qu'il y a un imaginaire à reconstruire et que c'est en repartant des expériences de chacun et de la petite part que chacun peut humblement amener au changement qu'il a envie de voir dans le monde, qu'on va pouvoir reconstruire ça. Et c'est vraiment en repartant de l'individu et en lui redonnant sa place dans le collectif et en lui permettant d'être plus que juste lui-même dans le collectif parce qu'il fait corps avec un mouvement. Voilà, je ne sais pas si ça... Mais je pense qu'on a toujours tendance un peu à mettre en porte-à-faux le débat en se disant voilà, ce débat ça va être très complexe et puis on va pas avancer, et puis les intelligences collectives qui ont cette notion d'efficacité, je pense qu'il n'y en a pas, il y a pas, c'est un entre-deux, c'est qu'il faut pouvoir savoir quels outils on met au service de l'organisation pour faire avancer les choses et pour faire avancer ce mouvement et cette perspective de transformation sociale. Je pense qu'on est tous, cette notion de transformation sociale, cette notion d'impact, c'est le sens qui est là et qui doit être nécessaire. Mais du coup, je me permettais de lire un petit article ici dans le magazine, je trouvais ça intéressant pour la réflexion. Il parlait du mouvement ouvrier et justement la crise du mouvement ouvrier. Il disait « Tout ceci n'aurait pu se produire sans la profonde crise dans laquelle est rentré le mouvement ouvrier, incapable de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies et des tactiques, des formes de mobilisation, d'organisation et de lutte qui soient adaptées aux nouvelles caractéristiques de la situation. » En parlant de la situation actuelle. Le constat est implacable et rejoint ce qui inquiète ici, la confusion de l'ombre et de la proie, ou le repli du mouvement ouvrier sur la défense d'un lexique, pour le coup investir de pouvoir inexistant, plutôt que le redéploiement de l'imagination combative et de la lutte concrète. Et je me dis que c'est intéressant aussi de se dire, bah tiens, juste le débat pour le lexique, pour les mots, ça n'a pas de sens, si ça passe pas par de l'action aussi. Et en même temps, le lexique est aussi important pour pouvoir savoir de quoi on nomme, comment est-ce qu'on nomme les choses. On parle de plus en plus de ce lexique, la novlangue qui évite tous les conflits, tous les termes classe, qui évacuent un petit peu tous ces termes qui font débat. Et donc je me dis que en fait c'est toujours cet équilibre entre de nouveau le conflit et la coopération. On ne peut pas avoir que du conflit. On est obligé d'un moment rentrer dans une coopération. Et les syndicats, c'est ce qui s'est passé. Ils sont dans une logique ici, aussi en Belgique, dans cette logique de coopération avec le patronat, de prendre des décisions en concertation. Et donc comment est-ce qu'on articule aussi cette logique de conflit avec la coopération? Et je pense que là, on retrouve du sens pour des outils de coopération qui sont nécessaires pour ne pas être que dans du débat et de l'affrontement d'idées qui ne fait pas avancer les choses, et dans l'autre chose d'avoir des débats à des moments importants. Je voudrais revenir sur cet aspect plutôt macro qui vient d'être développé, sur un point de vue tout à fait micro et pratico-pratique. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore une place pour, par exemple, un conflit employeur-employé dans une des associations? Et comment ça se gérerait, d'après vous, à ce moment-là? Bonjour. Bonjour. Voilà. Olivier Gégou, je suis étudiant à l'UCL, au 3e cycle, au doctorat. Il y avait notamment une question qui me taraudait. Il y a Isabelle Ferreras qui fait la distinction entre gestion puis gouvernement, pour faire la distinction entre la partie qui est plus, disons, opérationnelle, puis une réflexion sur ce qui est davantage stratégique, c'est-à-dire où est-ce qu'on va. Parce que tout à l'heure, on parlait du sens puis de l'efficacité dans l'action, mais il y a toute une réflexion qui se fait sur c'est quoi la meilleure manière donc c'est quoi la meilleure manière de définir ce sens-là, qui est peut-être pas la même manière que comment on organise l'action au quotidien. Parce que voilà, il y a des questions qui sont clairement d'organisation, c'est-à-dire comment on opérationnalise le sens sur lequel on est déjà d'accord, et la façon dont on le détermine, ce sens-là, qui est en fait une question qui est davantage de nature, je sais pas, stratégique ou voilà. Puis il y avait une autre question que je me posais, mais on se pose la question de la façon dont on s'organise avec la sociocratie comme un outil pour faire entrer une logique managériale dans les associations. Puis
personne n'a parlé encore des subventions, des subsides qui sont en fait donnés par les pouvoirs publics, puis en fait qui sont extrêmement contraignants sur la façon dont on s'organise, sur le fait de fonctionner notamment en ASBL, sur le fait notamment d'avoir à rendre des comptes, et qui sont en fait, qui par exemple empêchent certains travailleurs, travailleuses de pouvoir participer dans les conseils d'administration, par exemple, donc avec les contrats. Voilà. Donc je ne sais pas, est-ce que ça, c'est pas la meilleure façon de faire rentrer la logique managériale dans les associations, plutôt que ces outils-là, en fait, qui sont davantage une espèce de volonté de vouloir réintégrer, je dirais, l'essence un peu plus authentique de l'idée d'autogestion qui était là d'abord dans beaucoup d'associations, quoi. Bon, c'est qu'il faut l'inventer. Je pense que c'est ça. Ce qui est certain, c'est qu'on peut faire un bilan critique d'un certain nombre de processus qu'on a mis en place, tant dans l'expression que dans les modes d'exercice du pouvoir, et que donc il faut réinventer autre chose. Après, je veux dire, les références, et ce ne sont pas évidemment des modèles, ils vont de la Commune de Paris à Nuit debout. Donc voilà, avec aussi, malgré tout, cette question de comment, je pense qu'elle est importante, comment combiner l'efficacité. Voilà, arriver à une décision sans trop tergiverser parce que le mouvement bouge, et en même temps permettre une expression des idées, des suggestions et de tout ce qui peut se mettre en place. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Sur les pouvoirs subsidiaires, tout à fait d'accord. Ça, c'est évident aussi. Mais est-ce que quelque part, ça ne participe pas aussi de cette même logique, notamment à travers l'État social actif, voilà. Par rapport à la posture des associations qui sont subventionnées par des fonds publics et qui sont contraintes dans un cadre légal à fonctionner d'une certaine manière, j'en ai touché un petit mot tout à l'heure. Et j'ai pas envie de jouer le rôle de celle qui porte l'intelligence collective comme ce merveilleux renouveau. Mais je le vis un petit peu quand même comme ça. Voilà, en toute subjectivité. Et en tout cas, pour nous, les outils, les dispositifs, les méthodes d'intelligence collective nous ont permis de jouer vraiment mieux, en tout cas de mieux nous réapproprier le système dans lequel on est, donc un système dans lequel on est principalement subventionné par des deniers publics, et de donner tout de même la place aux personnes qui font vivre l'association, au-delà du modèle classique imposé socialement, quoi. Le modèle de l'ASBL dont je parlais, CA, AG, Bazar. Et ces outils-là ont vraiment permis de un peu faire fi de ce modèle imposé, même si, voilà, il y a des traces, on fait ce qu'il faut en termes légaux, si quelqu'un d'un SPF nous écoute. Mais de rendre la place à chacun au-delà de ce cadre-là, d'aller plus loin que ce cadre-là, quoi. Et puis pour rebondir sur la complexité aussi et sur la difficulté peut-être qu'on peut avoir quand on fonctionne de cette manière-là à différencier les niveaux logiques de réflexion et d'action et de prise de décision. Nous, ce qu'on a mis en place, et je pense que c'est inspiré de la sociocratie, mais je suis plus sûre, c'est que quand on a des réunions, on décide que ces réunions soit vont avoir des temps différents, soit on va réaliser des réunions différentes pour ce qui est de l'opérationnel, de la gouvernance, de la stratégie, voire de la régulation, si c'est nécessaire. Et pour entrer complètement la conflictualité dedans, du coup je fais le lien avec l'autre question, nos réunions sont préparées en termes de tension. Donc la tension, elle est valorisée, c'est elle qui va nous amener la réflexion, c'est elle qui va nous amener le chemin, quoi. C'est elle qui va nous faire réfléchir sur nos actions. Et donc, que ce soit dans nos réunions d'équipe ou en cercle cœur, donc l'organe qui représente tous les organes et les parties prenantes de l'association, tous les points qui sont amenés à l'ordre du jour par n'importe quelle partie prenante, donc de nouveau c'est tout à fait horizontal, sont amenés en termes de tension et on y répondra par proposition et autres. Et de nouveau, chaque cercle, chaque organe quand il fonctionne n'est jamais obligé de fonctionner par consentement. Chaque organe peut choisir la manière qu'il estime lui-même la plus adéquate au temps et donné. Voilà, sur ces questions. J'ai rien de spécial à rajouter, si ce n'est, est-ce que chez RDC, vous avez pensé le cas d'un conflit employeur-employé ?
On a déjà eu, comme dans tout organisme vivant qui regroupe des êtres humains, des tensions, des conflits avec des membres, que ce soit de l'équipe ou d'un cercle de volontaires. Et de nouveau, et même si dans les difficultés, ça a été très énergivore et ça nous a demandé beaucoup de temps, c'est le bien-être de la personne en question et de l'organisation qui a été choisie comme moteur premier de nos actions à ce moment-là. Et du coup, on a créé, voilà, je prends un cas précis auquel je pense, d'une ancienne collègue qui n'est plus là, et qui, à un moment, c'était devenu vraiment très très compliqué. Et on a décidé d'un commun accord, mais de sa volonté aussi vraiment de se séparer, quoi, de plus travailler ensemble. Et on a créé du coup un petit groupe pour l'accompagner dans ce départ. On a dans ce groupe fait appel à une juriste, à quelqu'un qui facilitait nos processus d'intelligence collective, à moi pour représenter plus l'équipe, enfin voilà, différentes personnes pour faire ça de la manière la plus juste, tant pour la structure que pour la personne et pour permettre que le départ se fasse en douceur et en cohérence avec de nouveau nos valeurs. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, en partie. On est une équipe de 7 personnes que je célèbre depuis peu, donc on fonctionne vraiment de manière tout à fait horizontale. Alors, dans les titres, ouais, moi je suis la coordinatrice, mais j'ai plus un rôle de chef d'orchestre, on va dire, de faire lien entre tant les membres de l'équipe que les autres organes dans le collectif, que une position vraiment de supériorité hiérarchique, on va dire, même si dans les différents cercles au sein desquels j'ai agi pour Rencontre des continents, j'ai reçu une responsabilité et j'ai reçu du coup une certaine autorité. Mais ce n'est pas une autorité arbitraire que j'ai prise moi-même. Elle me vient de nos statuts, de notre charte, de nos règles de fonctionnement, et on en a peut-être beaucoup trop même. Et donc c'est là-dessus que je me réfère si à un moment je dois prendre une décision, ou amener plutôt une décision, c'est... Et 2 secondes, on fait un pas de côté, on réfléchit à notre raison d'être. C'est juste ramener ces actants-là, qui sont des actants non humains, les ramener au service du projet. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Bonjour Tamara, moi je travaille dans le service public. Et alors quand tu as fait ton petit sondage de la salle, c'était est-ce qu'il y a des gens du secteur associatif, est-ce qu'il y a des gens du monde de l'entreprise? On n'a pas parlé vraiment du secteur public, oui j'aime bien lever la main pourtant. Et alors voilà, j'aimerais bien... J'aimerais bien insuffler une dynamique comme ça à la maison, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et je ne sais pas par où commencer. Voilà. Serge, je vais reprendre mon post-it. Merci. Moi, je travaille ici à Bruxelles pour les maisons médicales. Je suis délégué syndical aussi dans l'entreprise. Et alors, j'aimais beaucoup le billet avec lequel vous avez démarré. Parce que je crois que j'y adhère assez bien finalement. Et moi ma question elle était, c'était pas une question, c'était même presque une affirmation. Je pense que l'intelligence collective a pour objectif de vider dans les lieux où elle s'exerce la démarche de critique politique. J'ai été fort étonné par vos 2 interventions. À aucun moment la question du politique n'a été dans le mot politique n'a jamais été utilisé par vous. Moi, je pense que la question des mots, je ne sais plus qui l'a posée tout à l'heure, on n'a que ça pour penser les choses. Et que la transformation des mots, le changement de sens dans les mots et l'apparition de nouveaux mots ne nous permet plus de penser suffisamment les choses avec ce qu'ils nous donnent. Et donc, je pense que l'utilisation d'intelligence collective... c'est un travail qui est fait, c'était mon précédent mot qui était là, pour diminuer la force des rapports de force qu'on doit construire et que n'utilisant plus dans intelligence collective les rapports au débat et à la critique politique, on s'affaiblit sur la force des rapports de force qu'on doit produire. Et que ça sert à, probablement, et j'ai beaucoup apprécié votre explication sur comment dans une organisation on peut trouver, je vous voyais souvent sourire, avoir du plaisir à faire ça, donc ça a sûrement ça porte du bonheur sûrement, ou je ne sais pas ce que ça vous donne beaucoup de choses que
que vous communiquez bien, mais je pense que ça vide aussi d'un autre côté ce que je viens de dire. Voilà, merci. De la gouvernance dont on a parlé tout à l'heure, je ne sais plus, monsieur disait, ça vient d'un endroit. Ça a une histoire très claire, ce mot-là. Je crois que c'est la fin des années 70, années 80. C'est une manière qu'ont décidé les entreprises privées de se parce qu'elles étaient fort critiquées, de se produire sur une éthique qu'elles voulaient s'appliquer à elles-mêmes. Et elles ont inventé cette logique de la gouvernance pour justement échapper à une critique, qui était une critique extérieure à l'entreprise et qui était une critique politique, en disant non, vous ne pouvez pas agir comme ça, il y a des règles que vous devez respecter. Et c'est un peu ça que j'essaie de dire. Je pense qu'il y a toute une série de techniques qui se sont construites, montées, où on a modifié les mots, on leur a donné un autre sens pour vider ce débat-là et pour passer dans des formules, des techniques dans lesquelles on s'est dit on va le travailler autrement, pour ne plus justement rencontrer le débat critique, le débat politique et le rapport de force qui devait être produit pour avoir l'espoir de changer les choses. Et c'est quand même intéressant, je veux dire, de se questionner en termes de pouvoir et donc de contre-pouvoir. Comme disait Jean Blairon, si vous avez bien suivi ce qu'il disait, le champ économique est en train d'envahir tout. Et donc, ce n'est pas la question uniquement d'un choix politique, c'est la question que le champ économique envahit, et donc met ses propres règles, et donc possède le pouvoir. Je veux dire, quand on fragilise, quand il y a la précarisation, comment on va pouvoir continuer à faire des pratiques d'intelligence collective avec des gens qui sont précarisés, qui sont là et qui ne seront plus là la semaine prochaine, et comment on mène des projets sur le long terme ensemble. Donc c'est l'économique qui détermine les conditions de l'exercice d'un pouvoir et d'un contre-pouvoir. Vous allez croire que je vais tricher, mais dans la réponse à madame, j'allais dire pouvoir et j'allais dire rapport de force. C'est écrit. C'est écrit, j'ai des preuves. Mais du coup, je réponds après à ça, peut-être enfin, ou pas, en fait, c'est en plein dedans. Par où commencer? Moi, je dirais, soit si ton pouvoir est très limité par un créneau, sur quelle question on peut essayer de fonctionner différemment, décider différemment, mais du coup, peut-être sur un truc très limité. Ça va peut-être être une question à la marche, comme quel bien-être dans les espaces communs, j'en sais rien. Donc qui peut paraître frustrant, mais c'est une zone. Sinon, te poser la question quel pouvoir tu as, ou quelle marge tu peux obtenir, quel pouvoir, quelle marge tu peux obtenir, avec quelle garantie que ces marges soient respectées. Quand je dis marge, c'est par exemple du processus participatif qui sera mis en place. Et enfin, sinon, construire un rapport de force, via par exemple le débat, pour arriver à obtenir un pouvoir, une marge, pour sur une dimension, fonctionner autrement. Et après, peut-être une deuxième, peut-être une troisième. Après, j'ai un doute fondamental que dans les structures très hiérarchiques, voilà, collectivement, on fonctionne, mais chaque fois avec méfiance de ceux au service de quoi on se met. Mais il y a toujours des choses possibles. Je me suis mal exprimée. Disons que là, je pense que c'est pas l'intelligence collective seule qui fera ça. Et alors, on revient aux mouvements sociaux, aux rapports de force plus globaux dans la société. Je ne crois pas que seules différentes manières de fonctionner au sein d'une entreprise publique vont changer toute la société par le bas. Je pense qu'il faudra d'autres forces par ailleurs. Et alors, par rapport au mot politique, une organisation qui passe en autogestion / gouvernance partagée / autre mot, donc l'effet de cette organisation qui devient autonome dans ce qu'elle décide, pour moi c'est éminemment politique. Et là je parle vraiment d'effet. Peu importe comment on l'appelle, une organisation qui devient horizontale, pour moi c'est puissant. Mais... C'est une question, mais c'est aussi un constat par rapport à la manière dont la discussion a évolué ici. Je constate que j'appartiens à la même génération que Jean-Luc et que sans doute les deux messieurs qui sont là. Et donc, en fait, ce grand questionnement qu'on a sur les mots, c'est pas par hasard. C'est tout à fait normal que chaque génération de lutte et de mouvement social ait son vocabulaire. Nous venons d'une époque où le marxisme était très prégnant comme idéologie. Maintenant, nous ne sommes plus dans cette dimension idéologique-là. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, quelle est l'idéologie dominante? Oui, l'idéologie dominante, c'est l'idéologie néolibérale, me semble-t-il. Mais j'ai l'impression que même le mouvement social, parce que je pense qu'il y a effectivement dans les organisations comme Rencontre des continents et d'autres, mais qui est présente ici, ils font partie du mouvement social. Et aujourd'hui, ils sont représentatifs quelque part de ce mouvement social.
une partie du mouvement social. Et donc, j'ai l'impression que le discours idéologique que nous avions a évolué. Et maintenant, on est davantage dans un discours stratégique. Et ce n'est pas pour rien. Je pratique aussi les intelligences citoyennes, les intelligences collectives. Hein. Dans les formations, je suis enseignante de formation et je milite dans des associations maintenant. Et en fait, voilà, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on est passé d'une pensée idéologique qui avait les défauts qu'elle avait et les qualités qu'elle avait, à une pensée beaucoup plus stratégique. Et en écoutant Edith, et les questionnements que vous avez faits sur les mots de gouvernance, etc., et sa manière de répondre, ben j'ai vraiment ce sentiment. C'est pas une critique, hein. C'est pas une critique, c'est un constat, c'est une interrogation. Je me pose la question, est-ce que, voilà, donc comment qualifier cette pensée aujourd'hui de stratégique, qui est capable de s'adapter comme un caméléon quelque part, pour avoir le discours qu'il faut avec le public. Et c'est pas une critique ici. C'est vraiment pas. Je ne le fais pas en tant que. Voilà, c'est pas pour dire que vous êtes des caméléons ou que. Voilà, c'est pas ça. Mais c'est pour dire que je pense que c'est une composante de la pensée postmoderne, quoi. D'être capable de se réinventer, de changer de discours, de s'adapter. D'ailleurs, vous avez bien dit, les intelligences collectives, elles n'ont de valeur que mises au service de nos missions. Ce que n'a pas tellement dit Edith, si j'ai bien compris. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas. Oui, je ne sais pas. Voilà. Voilà, c'est ça. Une conclusion globale, et en réponse en tout cas à votre dernière intervention. Je pense clairement qu'on n'est plus dans la pensée idéologique. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de sortir de ce que la pensée idéologique amenait de dogme. J'ai l'impression, et je parle en je vraiment, qu'il y a un besoin aujourd'hui de plus de complexité, plus de reconnaissance de l'ampleur, non pas de la crise, mais de toutes les crises qui nous traversent. Qu'elle soit politique, je l'ai dit, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit anthropologique. On vit aujourd'hui des crises tellement multiples que c'est devenu une crise de sens. On aime bien dire ça. Et que une crise de sens, et que du coup, c'est évident que c'est très difficile de garder un schéma assez linéaire. Il y a un problème A, on répond par une réponse B. Non, parce qu'il y a une telle diffusion et complexité et profusion de crises qu'on doit répondre avec autant de complexité si on veut tendre à un moment à être un peu plus complet et à donner des réponses peut-être plus cohérentes aux mots. Je fais les 3 C de la systémique. Les règles de fonctionnement systémique, c'est que pour qu'un système fonctionne, il va tendre vers la cohérence, vers la complexité et vers la complétude. Mais il ne peut pas tendre vers les 3 en même temps. Je ne sais pas pourquoi je vous explique ça maintenant. Et donc, on va toujours favoriser l'un ou favoriser l'autre. Alors peut-être que parfois, vous avez décelé des incohérences. Oui, parce qu'un système qui tend à fonctionner de manière la plus complexe possible, il ne peut pas tout le temps être cohérent. Et si le système cherche à être tout le temps cohérent, il ne pourra pas tout le temps être complexe. Voilà. Et donc, oui, il y a des incohérences. Oui, il y a des failles. Oui, ce n'est pas quelque chose de complet et de fermé. Et heureusement, parce que ça laisse... moi, j'insiste, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, sur cette porosité et sur la nécessité vraiment de voir, en tout cas, j'espère que vous puissiez ressortir d'ici avec ça, de voir certains outils, certains dispositifs, certaines manières de fonctionner, sans mettre de nom dessus... je le fais à propos, de pouvoir se les réapproprier et de pouvoir en retirer ce qui peut vraiment être au service du projet dans lequel vous êtes, que vous soyez au service public fédéral ou que vous soyez ailleurs, et d'en retirer les petites choses qui peuvent aider au quotidien et rendre à chacun un petit peu plus de pouvoir d'agir, un petit peu plus de pouvoir politique sur les choses, un petit peu plus d'emprise et de poids dans ces luttes au quotidien.
Moi, c'est très court. Je pense qu'il y a eu débat contradictoire aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire opposition, agressivité, critique, jugement de valeur, etc. Et donc, voilà, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est toujours porteur, qu'on doit rapporter là où on est, là où on ne fait pas ces expériences, mais là où on les fait aussi, je veux dire, en les interrogeant. Et pour répondre à ta réflexion sur changer les mots, etc., moi, il y a un slogan qui m'a bien plu, il n'est pas de 68 pourtant, c'est « Je lutte des classes ». C'est-à-dire réconcilier cet aspect individuel qu'on avait, il faut bien le dire, négligé dans le mouvement ouvrier traditionnel et dans l'action culturelle aussi, mais en lui donnant la dimension collective et la dimension de lutte collective. Donc je lutte des classes, je trouve que c'est pas mal, mais on n'a pas encore résolu l'équation. Hein. Et j'ai pas grand-chose à rajouter à ça, si ce n'est que je ressors nourri, comme on dit en intelligence collective. Et en particulier des 2 dernières interventions, je crois que je vais y réfléchir, enfin les 2 qui m'étaient adressées. Je crois que je suis un peu vexée, mais je vais y réfléchir avant de dire plus.